Bonjour Didier Maisto. Bonjour Clémence, ça me permet de saluer Giorgé et puis Frédéric Egui qui font un boulot extraordinaire Ouais. sur les BRICS, parce qu'effectivement, quand on voyage un peu, on voit qu'il y a un monde à côté de l'Occident qui se développe, hein, quand vous allez en Iran, dans le métro, ou quand vous allez à Moscou. C'est pas tout à fait l'image qu'on a ici dans l'Occident. Moscou, c'est New York puissance 4 aujourd'hui. Donc voilà, voyager, écouter Giorgé, écouter Frédéric, écouter Toxin, c'est un autre point de vue sur l'actualité, Ouais. plus en phase avec le réel. Et ça y est, ils sont arrivés à 100 000 abonnés, d'ailleurs, on me dit dans l'oreillette. Donc, vous Ah ben voyez, voilà, super, bravo à vous tous. Bravo pour cette mobilisation. C'est dommage que Georges ne soit pas là pour qu'on puisse le célébrer avec lui, mais c'est pas grave, on se rattrapera. Il est parti pour sa nuit, qu'il mérite bien. Didier, quel est votre sujet du jour? et je voulais vous parler d'Olivier Marleix aujourd'hui, parce que j'ai été, comme beaucoup, extrêmement choqué par sa disparition. Olivier, c'est quelqu'un que je connais bien. Donc, le Les député LR dont avons on a appris la mort, le suicide, a priori, d'après. Enfin, même si on n'a pas encore toutes les informations sur le dossier, Voilà, lundi dernier, je rappelle. absolument. Et donc, on se connaissait depuis 1993 avec Olivier Marleix, et on avait commencé ensemble à l'Assemblée nationale, lui pour Édouard Balladur, moi pour Jacques Chirac. On faisait signer les députés, on était tous les deux attachés parlementaires, et évidemment, on s'affrontait pour nos deux champions respectifs. À l'époque, moi, j'étais avec Séguin et Chirac, et j'avais dit Balladur sera candidat, et effectivement, Balladur a été candidat. Et c'était le fils d'Alain Marleix qui était en charge des élections au RPR. Et j'imagine la peine aujourd'hui d'Alain, que je salue chaleureusement, avec beaucoup d'affection. Et nous sommes toujours restés en contact. D'abord, pendant cette période, il y a eu toujours beaucoup de respect. Disons que les gens de la Sarkozy étaient pas des gens très bien élevés, qui avaient beaucoup de déontologie, sauf quelques-uns, dont Olivier Marleix et par exemple Franck Louvrier, avec lequel je suis aussi toujours resté en contact. Ce qui signifie que le combat politique peut être rude, mais qu'on peut aussi se respecter. Et ça vaut bien sûr pour aujourd'hui. Et donc, nous nous sommes jamais perdus de vue, et on s'était même beaucoup rapprochés à l'occasion des Gilets jaunes, d'abord, où on avait fait beaucoup de live à Sud Radio ensemble, des émissions ensemble, où il venait nous parler d'Alstom notamment, et de la souveraineté française qui a été bradée par Emmanuel Macron quand il était déjà secrétaire général de l'Élysée, puis ministre de l'économie à Bercy, et ensuite bien sûr président de la République, parce que c'est lui qui a autorisé la vente, la fusion, acquisition d'un certain nombre de nos fleurons, un véritable scandale, évidemment Alstom, évidemment les turbines Arabelle, puisque on a vendu ça aux Américains, puis après Emmanuel Macron, voyant que finalement le nucléaire, dont il avait dit pique-pendre qu'il fallait arrêter, c'était quand même une solution d'avenir décarbonée. Il a essayé de le racheter, donc on a voulu racheter ça à des tarifs exorbitants, et on s'est rendu compte que, en dépit du fait que les licences devaient être protégées, toujours françaises, elles étaient sous contrôle, sous pavillon américain. Donc non seulement on a vendu évidemment la société, mais aussi notre savoir-faire. Il y a aussi Technip, on pourrait en parler. Il y a aussi Alcatel, Alcatel géant, fleuron français. Je signale quand même, puisque Georges en parlait, 80% du trafic d'Internet passe par les câbles Alcatel, les câbles sous-marins. Ouais. C'est ça qu'on a vendu, et on mesure à quel point Emmanuel Macron est une catastrophe pour la France d'un point de vue industriel, parce que la Startup Nation est un scandale, ne crée pas d'emplois. 80% des startups font faillite. Record de faillite, oui. La Startup Nation qui a bon dos, oui. Voilà, donc l'emploi industriel, un pays, qu'est-ce que c'est? Un pays qui gagne la guerre, un pays qui s'en sort, c'est un pays qui a une industrie. Et on pourrait aussi parler de la fusion de PSA et de Fiat dans ce nouveau groupe, Stellantis, où on a abandonné tout notre savoir-faire et tous nos centres d'études et tous nos sites
au profit d'autres pays européens. Et l'Italie est devenue le 4e exportateur mondial, avec, j'en ai fait une rubrique sur Toxin, avec une population active d'un tiers inférieur à la nôtre. Je referme la parenthèse. Et donc, nous avons continué avec Olivier à beaucoup parler, à beaucoup échanger. Je dois dire qu'il s'était beaucoup engagé aussi pour les personnels soignants. Hein. Il s'était élevé contre la politique sanitaire pendant le Covid. Et après, bon, nos chemins ont divergé. On s'invectivait un peu vivement, mais toujours amicalement, puisque moi, je n'avais pas trop compris qu'ils soutiennent, avec tout ce qu'il avait dit Emmanuel Macron, et ça avait commencé avec la réforme des retraites, hein, puisque c'était un libéral et qu'il était pour la réforme des retraites, etc. Bon. Il préparait quand même un livre très critique sur Emmanuel Macron. Voilà. Alors, si je parle de tout ça, c'est que, évidemment, c'est un peu, même s'il y a des hommages aujourd'hui, c'est un peu aigre-doux, je dirais, quand je vois Laurent Wauquiez ou Bruno Retailleau qui rendent hommage à Olivier Marleix. Bon, pourquoi pas, on ne va pas polémiquer, hein, mais ça fait un peu dans leur bouche, ça sonne un peu de façon étrange, je dirais. Si j'en parle, c'est qu'effectivement, il était sans doute partagé, Olivier Marleix, entre une fidélité à sa famille politique, la peur du chaos, parce que ça lui faisait peur. Il disait, mais si on continue comme ça, on va aller dans le chaos, il faut quand même que le pays soit géré, administré, gouverné. Et d'une certaine manière, il voyait bien que ça ne collait pas, que notre pays partait à volo, que la dette explosait, que l'industrie était démantibulée complètement et que tout était vendu à la découpe. Et effectivement, il préparait un livre sur le sujet, sur l'héritage catastrophique du macronisme. Alors, si j'en parle aussi, vous allez voir pourquoi tout ça, c'est qu'évidemment, après la disparition de notre ami Éric Denessé, qu'on connaissait bien à Toxin, que je connaissais bien aussi, après la disparition d'Olivier Marleix, mais il y a beaucoup de gens qui nous écrivent, qui ont réagi, certains qui m'ont dit « vous êtes le prochain sur la liste, attention, méfiez-vous », parce que tous les gens qui sont un peu critiques envers ce régime sont suicidés, et beaucoup prenaient d'ailleurs comme exemple les membres de la DGSI qui se sont suicidés dans des parkings, ou d'autres, alors là c'est le rapport est un peu plus scabreux, de la Direction générale des finances, hein, 13 depuis le début de l'année, 13 suicides, ce qui est énorme, ce qui porte à 20 le nombre des suicides dans des postes sensibles. Surtout que, pardon, la direction des finances, c'est pas la pression qu'on pouvait avoir comme on a eu la série de suicides, vous savez, je sais plus, c'était à France Télécom. À France Télécom, exactement. Bon, là, c'était parce qu'il y a une nouvelle pression, un nouveau management et tout ça. Là, je suis pas sûre. Enfin, il y a certainement des pressions de métier, je dirais, parce que ce sont des sujets sensibles, mais on est quand même dans des atmosphères très feutrées, très. C'est pas tout à fait la même ambiance. Donc, c'est surtout parce qu'on touche des sujets sensibles que voilà. On peut Alors effectivement, on peut nous que faire des hypothèses. C'est pas un jeu de faire des hypothèses, parce que vous savez, le cerveau humain est ainsi fait. Les gens cherchent à comprendre, et c'est bien normal. Alors il y a ce qui relève du rationnel, évidemment, c'est-à-dire la perte de sens de ce qu'ont fait des hauts fonctionnaires qui sont très bien formés, hein, surtout à Bercy, hein, qui sont économes de nos deniers, qui veulent toujours bien investir, qui ont du mal à lâcher les cordons de la bourse, et qui voient, comme je l'ai souvent dit à votre micro, ma chère Clémence, la dette filer 5 135 € par seconde. C'est-à-dire qu'à la fin de cette chronique, nous aurons dépensé 3,5 millions de plus, ce qui semble complètement fou et qui n'est plus maîtrisable. Et donc, effectivement, cette perte de sens est un premier marqueur. Mais surtout, ce que je veux relever, c'est que des gens comme Éric Denessé, Olivier Marleix, vous voyez, ils ont en commun un amour de la France, une espèce de pureté, hein, dans le comportement, dans l'expression, une élégance de l'âme et du langage.
ces gens un peu en retrait, on voit bien des hypersensibles, des gens très cultivés, l'esprit français par excellence, qui mettent fin à leur jour. Il y a quelque chose qui nous surprend. Et il y a beaucoup de gens qui me disent il y a quelque chose qui ne cadre pas. Alors, loin de moi l'idée. Et vous savez, quand on atteint un certain âge, malheureusement, on est touché dans notre entourage, plus ou moins proche, par des gens qui se suicident. Ce qui me permet d'ouvrir une parenthèse sur les gens de peu de foi et de peu de loi qui ouvrent des polémiques pour nous expliquer ce qu'est le suicide. Je referme la parenthèse, chacun s'y reconnaîtra malheureusement. Donc je ne vais pas gloser sur le sujet, mais que en France, en 2025, on en vienne à se poser la question du climat, de la suspicion, du fait que des gens comme ça se suicident et que ça ne cadre pas, on dit long, sur l'atmosphère dans laquelle nous vivons depuis M. Macron. Et ça, il y a quelque chose de pourri dans le royaume de France, pour paraphraser Shakespeare, qui doit tous nous interpeller. Alors, le moins qu'on puisse attendre, c'est que l'enquête soit rapide, aille au bout, balaye tout. Ça, malheureusement, mais oui, ne balaye pas les sujets importants. C'est pas trop une spécialité française. Sinon, on ne pourra pas empêcher l'esprit de s'interroger, de se poser des questions, tout simplement. De se poser des questions, et on a le droit. Et comme vous dites, ça dit déjà beaucoup. C'est notre devoir à nous de poser des questions, tout en respectant, évidemment, la douleur des personnes et sans faire des théories du complot ou échafauder des théories fumeuses. Voilà. On est tout à fait d'accord, Didier Maisto, et c'est la ligne de Doxin aussi. Merci beaucoup. Merci, à leurs âmes, à tous les deux. Et puis, prions pour que cette série s'arrête. Voilà ce que je peux dire. Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous et avec votre esprit. Les temps sont durs, il y a des tensions énormes. Et alors s'ajoute, après les canicules, après les incendies, donc le décès donc du député Olivier Marleix. Alors vous dites, Dieudonné, qu'est-ce que t'as peu de foutre que... Il se trouve que c'était mon voisin, moi, puisque j'habite à Net, dans une petite commune limitrophe, on va dire, et que nous nous croisions régulièrement avec ce député Olivier Marleix. Et donc, il y a la rumeur gonfle, évidemment, elle enfle. Aujourd'hui, tout le monde parle que de ça à Annette. Et il est décédé dans des circonstances donc étonnantes. Il se serait pendu à son domicile. C'est très brutal et ça donne lieu à tout un tas de spéculations et de rumeurs, toutes plus folles les unes que les autres. Alors, moi, encore une fois, c'est une personne que je trouvais assez sympathique. Il avait l'air d'être particulièrement apprécié des gens dans la région. Et il n'avait pas de comportement suicidaire. En tout cas, personne ne l'a remarqué. D'ailleurs, il n'a laissé aucun mot à ses enfants. Il n'avait pas. C'était extrêmement bizarre ce départ. Il avait des rendez-vous et les gens l'attendaient. Donc, on peut se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il avait des problèmes? Non, apparemment, il avait une nouvelle compagne, il avait 2 enfants. Personne ne comprend. Un combat politique aussi qui avait quelques zones donc délicates. C'est au moment de la vente de la branche énergie d'Alstom à General Electric. Eh bien, il avait saisi la justice via l'article 40 du Code de procédure pénale, estimant qu'il y avait potentiellement des abus de biens sociaux ou de corruption d'agents publics. C'est des accusations assez graves, parce que là, on parle vraiment de milliards. Donc cette dynamique qu'il a inspirée a donné lieu à des auditions qui avaient donc mis en cause Patrick Cron, donc l'ex-PDG d'Alstom, et puis des hauts fonctionnaires, dont l'un d'entre eux, Emmanuel Macron, qui à l'époque était donc ministre de l'économie. On est en 2014. Alors, certains prétendent qu'il aurait pu être gênant sur ce dossier, puisqu'il possédait apparemment à son domicile des éléments sensibles. On n'a pas parlé, j'ai rien à voir là-dedans. Encore une fois, je raconte ce que les gens racontent un peu partout. Il n'y a évidemment aucune preuve, et il n'y en aura certainement jamais aucun élément, évidemment, qui permette de relier ce geste prétendument désespéré à l'affaire Alstom.
Mais enfin, bon, c'est vrai que l'enquête est en cours. Donc, ils ont saisi son ordinateur, son portable, pour voir s'il y a des... Mais bon, enfin, il y a rien de drôle, hein, mais bon, moi, je suis humoriste, hein. Donc, il faut continuer à m'associer, il faut continuer à voir un peu les choses. Mais enfin, bon, c'est très, 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 très... En tout cas, dans la région, j'ai remarqué, en discutant avec les gens, personne n'y croit. Les gens disent, c'est pas possible. On l'a vu encore hier, il discutait avec lui, il avait rendez-vous avec des gens. Voilà. Voilà. Bon, moi, je vais continuer à faire rire les gens. Je serai en spectacle, je pars cette 3 Besançon, Lausanne. Donc, je ne peux pas faire mieux. Alors, je n'ai absolument pas du tout de tendance suicidaire, hein, je tiens à le préciser. Mais bon, en ce moment, il y a une tension extrême. Hein. Attention.